Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. À l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 7 au 8 septembre 2017 à la tête d'une importante délégation ministérielle et de hauts fonctionnaires libériens. Au cours de son séjour, son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf aura des entretiens en tête-à-tête avec son Excellence M. Alassane Ouattara et rencontrera la communauté libérienne résidant en Côte d'Ivoire. Cette visite de son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf contribuera au renforcement des excellentes relations existant entre nos deux pays et à leur diversification à de nouveaux secteurs de coopération. Les populations ivoiriennes sont invitées à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Fait à Abidjan et signé des mains de Jean-Roger Boisfort au ministère des Affaires étrangères. Hier, au deuxième jour des travaux, les participants au Forum pour la Révolution verte en Afrique ont planché sur l'autonomisation des femmes par le secteur agricole. Il est question pour les experts de trouver les voies et moyens et l'épanouissement des femmes à travers le secteur agricole, ce qui reste peu évident à l'heure actuelle en raison des nombreux obstacles auxquels elles sont confrontées. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à ce panel sur l'autonomisation des femmes par le secteur agricole. Il n'a pas manqué de partager quelques pistes de solutions avec les participants. On en parle avec Mahama Traoré. Et si la révolution verte en Afrique passait par les femmes? La question a tout son sens quand on sait la place prépondérante de la gente féminine dans le tissu agricole sur le continent. Un exemple édifiant, celui de la Côte d'Ivoire. Les femmes, en tout cas pour ce qui nous concerne, notamment pour la production vivrière, dominent à près de 90% de la production. Et elles sont impliquées dans le cas de la Côte d'Ivoire dans la commercialisation, qu'elles dominent à 100%. Sur le continent, les femmes représentent 52% de la population agricole. Reste que ces bras valides ne tirent pas pleinement profit de leur labeur. Alors il faut créer les conditions de l'autonomisation des femmes via le secteur agricole. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est de cet avis. La problématique du passage de l'agriculture à l'agribusiness, qui implique d'aller au-delà de la simple production agricole pour maîtriser les étapes clés de la transformation, de la conservation et de la commercialisation, demeure à ce jour une question ardue au cœur de notre politique d'industrialisation dans son ensemble. Dans tous les secteurs agricoles identifiés, que ce soit notamment le cacao ou l'anacarde, en passant par le coton ou les produits vivriers, les femmes peuvent certainement jouer un rôle très important en s'engageant individuellement ou collectivement à petite ou grande échelle dans des productions à valeur ajoutée, dans des niches qu'elles sont seules, souvent à même de découvrir et d'exploiter. L'autonomisation des femmes via l'agriculture, un dossier soumis aux experts présents au Forum sur la Révolution verte en Afrique pour observation. Ils devront trouver des solutions aux obstacles clés que sont le faible accès des femmes à la propriété foncière ainsi qu'au financement. Le reportage de Mahama Traoré commenté pour vous par Abiba Dambélé Saoué. Du 4 au 8 septembre, les experts du monde agricole et des financiers ont décidé de se donner rendez-vous ici à Abidjan pour réfléchir sur l'agriculture et voir comment lui donner les moyens de son développement avec, à la clé, lui impulser ainsi une nouvelle espérance à l'Afrique. Développer l'agriculture de l'avis des spécialistes, c'est régler les problèmes de la semence de qualité. Pourquoi? Quelle est la situation des semences en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire? C'est un dossier, il est signé Noël Niagno. L'agriculture, au commencement, était la semence, la raison. Les semences, c'est la matière la plus importante au niveau de l'agriculture. C'est tout ce qui est utilisé pour ensemencer. Si vous n'avez pas de la semence, vous ne pouvez pas faire la plantation. D'abord, son existence, faire la plantation, et elle reprend 80% de toute l'activité elle-même. Ça fait 40%, comme on le dit, de la productivité. Le constat en Afrique, à peine 10% des terres emblavées le sont avec des semences de qualité, uniquement pour les cultures de rente. Selon la FAO,
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Autre donnée connue, le volume des besoins en semences, souligné ici par Dibo Bagna, président du réseau des organisations de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin d'1 million ou voire 1,5 million de tonnes de semences, tous secteurs confondus. Comme on le voit, le fertilisant du développement de l'agriculture productive en Afrique est connu. Le volume à injecter aussi. Reste maintenant à mettre en place l'industrie sémencière pour réconcilier l'offre et la demande de semences de qualité pour une agriculture davantage performante. Avec elle, le développement de la chaîne des valeurs et les emplois du secteur. La recherche sous-emploi, les producteurs de semences sous-emploi, les agriculteurs multiplicateurs, c'est sous-emploi, le traitement de la semence, c'est sous-emploi, la conservation de la semence, c'est sous-emploi, le transport de la semence, c'est sous-emploi. Aussi bien pour les cultures vivrières que pour les cultures pérennes. Il faudrait que dans cette industrie semencière, le commencement, c'est par la recherche avec les collections. La collection vous permet d'avoir la matière première, les ressources génétiques qui sont dans ces espaces-là. Donc, financer d'abord la collection, les prospections, l'entretien et le travail d'amélioration. Quand nous avons créé la variété, cette variété n'est pas encore chez les entrepreneurs agricoles. Il faut maintenant produire la semence. Là également, cela demande l'apport d'un investissement, l'investissement dans la production de semences proprement dites, pour que la variété, les progrès génétiques réalisés par la recherche soient à la disposition des bénéficiaires que sont les entrepreneurs agricoles et les consommateurs à la fin de la chaîne. Au-delà de la création d'emplois directs et indirects, la semence de qualité résout le problème de la pression foncière. Où vous faites 250 kg à l'hectare, si avec des variétés améliorées comme sur le coton, vous faites 1 tonne et plus, vous aurez plus de revenus. L'État de Côte d'Ivoire aura plus de matières premières à exporter. Donc les recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire seront améliorées. Pour ce qui est des productions vivrières, aujourd'hui nous avons des pépiniéristes de bananiers plantains qui peuvent produire à contre-saison. Donc là aussi, vous avez la sécurité alimentaire qui est assurée avec des semences améliorées. Enfin, avec les semences améliorées, vous passez par exemple de 250 kg à l'hectare à 1 tonne à l'hectare. Ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir 4 hectares pour avoir 1 tonne, il vous faut 1 hectare pour faire 1 tonne. Vous gagnez 3 hectares. Ces 3 hectares peuvent vous servir à quoi? À faire de la diversification ou bien à gérer le patrimoine foncier. Donc, il y a la préservation de l'environnement qu'il y a derrière cela. Ces avantages comparatifs ont certainement motivé la création ici à Abidjan en 1998 du réseau des sémenciers africains par 40 pays. 16 ans après, en 2014, experts de la Banque africaine de développement, de la FAO, décideurs politiques ivoiriens ont revisité ce champ sémencier qui a suscité beaucoup d'espoir. Résultat, les semences mises en terre sur les bords de la lagune Brié n'ont pas prospéré. Pourquoi? En attendant d'apporter les réponses objectives à cette interrogation, il faut souhaiter que le Forum sur la Révolution verte soit une opportunité pour faire germer le plan de développement sémencier africain, une autre graine sélectionnée à Abidjan en 2014. Document signé Noël Gnagno. C'est la fin de plusieurs années de souffrance pour les populations de Koyekro, un village situé dans le département de Tiasalé. Un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes a été inauguré le week-end dernier pour éviter que les habitants de cette localité ne s'approvisionnent dans les rivières, source de plusieurs maladies. Les détails avec Francis Boifo. Chaque jour, les femmes de Koyekro dans le département de Tiasalé parcourent plus d'1 kilomètre à la recherche de l'eau. Une fois au bord de la seule rivière du village, elles se déchaussent pour éviter de polluer davantage cette source d'eau. L'eau est sale, mais on fait comment? Il n'y a pas l'eau pour boire, donc on est obligé de venir puiser l'eau ici. Des fois, quand tu pises là, il y a des bêtes là dedans, donc ça a filtré. Il y a des fois même on prépare, même on chauffe. Avant que les choses là vont mourir, puis on a filtré pour boire.
avec nos enfants. Des fois, quand ils pillent pour aller donner les enfants, quand ils boivent là, ils tombent malades, donc tout ça là, on est fatigué. Il y a un seul pompe, on est nombreux. Pompe là, ça ne suffit pas. C'est à cause de ça on vient puiser l'eau ici. De l'eau potable pour tous. Voilà qui a conduit la mutuelle d'action positive de Koyekro à solliciter et obtenir des autorités ivoiriennes la construction d'un château d'eau. L'ouvrage d'une capacité de 50 mètres cubes avec une possible extension sur 13 km a été construit par l'ONEP à travers le projet Banque nationale d'investissement BNI. Il a été inauguré par l'émissaire du gouvernement, le ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour le président de la mutuelle d'action positive de Koyekro, Assalé Tiemoko, le château d'eau qui porte le nom de la première dame va soulager plus de 15 000 personnes. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Tu ne peux réaliser en zone rurale que s'il y a des cadres qui décident de se mettre au service de leurs parents en portant aux décideurs les besoins de ces derniers. Profitant de cette fête de l'eau potable à Koyekro, le ministre de la Culture et de la Francophonie a tenu à faire cette déclaration au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministère des Infrastructures économiques a un plan, eau pour tous, qui permettra dans les 2 années à venir de réparer toutes les pompes villageoises, d'équiper les pompes villageoises défaillantes, d'en créer d'autres et également de construire des châteaux d'eau pour toutes les populations de plus de 10 000 habitants, pour toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Invitée d'honneur à cette cérémonie à Koyekro, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a encore fait parler son cœur. La première dame qui encourage toute action de développement socio-culturel dans notre pays nous envoie vous offrir tous ces dons. Une moto-bagage, une broyeuse, 20 machines à coudre, 100 pulvérisateurs, 200 arrosoirs, 200 machettes et 200 limes, le tout d'une valeur de 6 195 000 francs CFA. Aussi a-t-elle déjà fait parler son cœur en offrant à Koyekro en 2015 une ambulance de type 4x4, toute équipée d'une valeur de 45 millions de francs CFA. 2 tricycles pour la mutuelle d'action positive de Koyekro. Et surtout, en permettant l'inscription de Koyekro pour le trophée qui porte son prestigieux nom, Dominique Ouattara. Les populations de Koyekro se disent comblées par cette action de la première dame qui va leur permettre de se prendre en charge. Et un mot de sport pour terminer. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont réalisé hier une mauvaise opération à domicile après leur défaite donc de 1-2 face aux Panthères du Gabon dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Le résumé de cette rencontre avec nos confrères de RTI Sport. Après son succès au match aller, la Côte d'Ivoire déjoue sur ses propres installations face à une équipe revancharde des Panthères du Gabon. Au coup d'envoi, les éléphants semblent prendre le contrôle du match, mais se font surprendre après 20 minutes de jeu par Axel Ndong, qui ouvre la voie du succès pour le Gabon. Décomplexés, les Panthères doublent la mise à la demi-heure de jeu sur un chef-d'œuvre de Mario Lemina. La réduction du score arrive au retour des vestiaires par Maxwell Cornet. La suite du match est à sens unique en faveur des éléphants, mais le score n'évoluera plus. 2-1, la Côte d'Ivoire réalise une mauvaise opération. L'actualité internationale, en bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité hier mardi l'instauration d'un régime général de sanctions pour le Mali. À terme, les diplomates pourront donc décider de sanctionner par une interdiction de voyager ou un gel des avoirs les individus ou entités accusés d'entraver le processus de paix au point mort. En France, l'instruction sur le volet gabonais des affaires des biens mal acquis est terminée. Les juges chargés de l'enquête l'ont notifié aux parties à la fin du mois dernier. Les parties ont désormais 3 mois pour intenter d'éventuels recours avant que le dossier soit transmis au parquet national financier pour cette réquisition. Un nouveau délai d'1 mois courra alors avant qu'une décision soit prise sur le renvoi de l'affaire devant un tribunal, une affaire dans laquelle aucun membre de la famille Bongo n'est mis en examen.
Pris entre deux feux, le président américain Donald Trump a choisi de satisfaire l'aile la plus à droite de son parti en décidant d'abroger le programme DACA. Celui-ci permettait à 800 000 jeunes venus avec leurs parents illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants de pouvoir rester dans le pays sans craindre d'être expulsés. L'argument de son initiateur Barack Obama est qu'ils ne peuvent pas punir les enfants pour les erreurs de leurs parents. Écoles et administrations fermées, ports évacués, population du littoral mise à l'abri, les Antilles et les Caraïbes, et notamment les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy se préparent au passage d'un ouragan baptisé Irma qui vient de passer en catégorie 5, catégorie maximale avec des vents soufflant jusqu'à 280 km/h et des rafales pouvant atteindre les 360 km/h. C'est le premier cyclone de cette force à frapper le nord des Antilles. Et puis, pour terminer, le pape François est attendu en Colombie ce mercredi 6 septembre. Il quitte Rome dans la matinée et arrivera à Bogota dans l'après-midi à 16h30 heure locale. Un an après l'accord controversé entre le gouvernement et les FARC, le pape place ce voyage de 4 jours au programme chargé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Et c'est sur cette note de paix et d'espoir que l'on referme ce journal. Merci de toujours suivre la chaîne qui rassemble.